Bonjour à tous. Jusqu'à maintenant, dans les exemples 1 et 2, nous avons fait le tour des principales étapes d'une étude de courbe paramétrée. En effet, nous avons croisé une réduction d'intervalle d'étude, déterminé des tableaux de variation ainsi que des tangentes, et eu l'occasion de tracer quelques courbes. Cependant, jusqu'ici, les calculs de tangentes ont toujours été faciles, et c'est pourquoi l'exemple 3 d'aujourd'hui va nous confronter à une détermination de tangente plus délicate. Pour cela, on va donc définir la courbe suivante, où évidemment, comme d'habitude, x de t et y de t sont les coordonnées cartésiennes d'un point M de t dans un plan orthonormé du plan, qui est toujours le repère OIJ. Donc, lorsque l'on étudie cette courbe, on doit faire ça par étapes, et donc aller établir chacun des éléments, là des 6 éléments qui sont écrits ici. Donc on commence par l'ensemble de définitions communs aux fonctions x et y. On voit facilement que cet ensemble commun, c'est l'ensemble des réels. Ensuite, on cherche à réduire l'intervalle d'étude. Alors ici, je ne vais pas faire le détail. C'est vraiment un raisonnement qui est très proche de celui qui a été fait à l'épisode 1 de l'exemple 2. Et donc c'est pour ça que je vais pas rentrer dans les détails. Je peux simplement donner comme indication qu'il faut aller d'abord travailler avec le point M de paramètre t plus 2pi, puis ensuite M de moins t, et enfin M de pi moins t. Et en procédant vraiment comme à l'épisode 1 de l'exemple 2, on peut réduire l'intervalle d'étude à l'intervalle donc 0 pi sur 2. Et dans ce cas-là, une fois qu'on a vu ça, on peut passer à l'étape 3, c'est-à-dire faire le tableau de variation. Donc toujours pareil, ici, donc dans le même ordre, x' de t, x de t, puis y de t, y' de t, à faire sur 0 pi sur 2. Donc ça, on va le détailler un petit peu dans un instant. Une fois qu'on aura fait ça, on passera à la détermination des tangentes. Il n'y aura pas d'étape 5, parce qu'en fait, si on regarde bien, compte tenu des propriétés de la fonction cosinus, eh bien en fait, x de t et y de t sont toutes les deux comprises entre moins 1 et 1. Donc il n'y a aucune chance que x de t ou y de t tendent vers plus l'infini. Et donc, il n'y a pas de branche infinie à étudier ici. Et on terminera par le tracé de la courbe. Donc comme dit précédemment, on veut le tableau de variation. Donc pour cela, on fait l'étude de la fonction x définie par x de t égale cos 3t. Et on fait ça sur 0 pi sur 2. Donc il faut aller d'abord calculer la dérivée. Donc x de t est de la forme cosinus d'une fonction u. Donc on dérive ça avec la formule habituelle. Ça nous donne moins u' sinus u. Et donc on applique la formule, ça nous donne moins 3 sinus 3t. Donc maintenant on cherche le signe de la dérivée. Donc on peut résoudre quand est-ce que x' de t est supérieur ou égal à 0. Donc comme ici, moins 3 est un nombre négatif en produit dans la dérivée, ça revient à dire en fait que sinus 3t doit être négatif ou nul. Et pour déterminer le signe du sinus 3t, il faut faire attention à dans quel intervalle vit t. Donc ici t il est dans 0 pi sur 2. Donc si t est dans 0 pi sur 2, nous ce qu'on veut c'est des infos sur 3t, donc on multiplie tout le monde par 3, comme 3 est positif, ça change pas le sens de l'inégalité, donc ça nous fait 3t compris entre 3 fois 0, donc 0, et 3 fois pi sur 2, c'est-à-dire 3 pi sur 2. Maintenant, comme on a un nombre qui est entre 0 et 3 pi sur 2, on cherche à déterminer le signe de son sinus, donc on visualise ça sur un cercle trigonométrique. Donc 3t qui est entre 0 et 3 pi sur 2, c'est la zone verte ici du cercle trigo. Quand est-ce que le sinus va être négatif ou nul ? C'est lorsqu'on se balade dans la zone verte. Le sinus, on le lit sur l'axe bleu ici des ordonnées. Et donc quand est-ce que le sinus va être négatif ? Quand on va le lire ici, dans la zone bleue, entre moins 1 et 0. Donc ça correspond à toute cette zone-ci. C'est-à-dire que là, qui est en noir, là, il faut faire attention aussi, il y a juste le point de départ ici, là, quand on est en 0, donc quand on a l'angle qui vaut 0, le sinus vaut 0, donc il est aussi négatif ou nul. Et après, quand on bascule ici dans la zone noire, bien le sinus, on va le lire dans tout ça ici, et il va bien être aussi négatif ou nul. Donc précisément, ça veut dire que sinus 3t, il est négatif ou nul, lorsque le 3t est dans la zone noire, c'est-à-dire il va de pi jusqu'à 3 pi sur 2, ou alors quand 3t est là pile au départ là à 0.
Donc ça maintenant, quand on isole t dans cette affaire-là, pour la partie qui est ici, on divise par 3 chaque terme, 3 étant positif, ça change pas le sens d'égalité, donc ça fait t compris entre pi sur 3, et 3pi sur 2 divisé par 3, c'est-à-dire pi sur 2. Et quand on a 3t égale 0, on divise par 3 des deux côtés, ça fait t égale 0 sur 3, donc ça fait t égale 0. Donc là maintenant avec ça, on a le signe de x', donc ça va nous donner en fait les variations de x. Donc précisément ça nous donne ça, donc on a vu qu'il y a pi sur 3 qui intervient dans l'affaire. Donc pour x', on vient de voir qu'il est positif ou nul quand t est entre pi sur 3 et pi sur 2, donc on peut mettre un plus là, mais on a vu qu'en fait il était nul précisément, enfin le x' est nul lorsqu'on est en pi sur 3 ou aussi en 0. Et donc ça nous donne cette partie-là qui nous donne les variations de la fonction x. Donc il faut aller chercher les valeurs au bout des flèches, donc je vous laisse vérifier les calculs, mais ça nous donne ça. Et ensuite pour y' de t, donc ça je l'avais pas encore dit, mais comme y de t c'est cos t au cube, c'est de la forme une fonction u à la puissance 3, donc même on peut dire u à la puissance alpha. Donc on sait que la dérivée de u puissance alpha, c'est alpha fois u' fois u à la puissance alpha moins 1. Et donc ici, ça va nous donner, en fait, quand on applique cette formule, y' de t, ça nous donne moins 3 sinus t fois cos t au carré. Donc en termes de signes, c'est beaucoup plus facile que pour x', puisque comme on a t qui est entre 0 et pi sur 2, sinus t est forcément positif, faut vérifier ça sur le cercle trigo s'il y a besoin. Là on a le carré d'un nombre réel, donc cos t au carré sera forcément aussi positif, et donc y' de t va être négatif à cause du moins 3 qui est là en produit. Donc là, en fait, y' est négatif, et on peut voir que en fait, y' va être nul en 0 quand t vaut 0 et quand t vaut pi sur 2. Donc ça nous donne ça nous donne du coup automatiquement les variations. On va chercher les valeurs au bout des flèches, ça nous donne donc ces valeurs-ci, 1 et 0 là. Donc comme on a maintenant la valeur en pi sur 3 dans le tableau, c'est bien d'aller chercher la valeur correspondante pour y de t. Donc quand on fait le calcul, ça nous donne 1/8. Maintenant, pour x de t, on constate là qu'il va de 1 et qui descend jusqu'à moins 1, donc à un moment forcément il va basculer, enfin il passait par 0. Donc du coup ici on a un 0, on peut résoudre cos 3t égale à 0 quand t est entre 0 et pi sur 2, et on peut se rendre compte que ça donne pi sur 6. Et quand t vaut pi sur 6, y de t, donc y de pi sur 6, on fait le calcul ici, et ça nous donne 3 racines de 3 sur 8. Donc là, on a le tableau de variation complet, en fait, pour l'étude de la courbe, et c'est ça qu'on va, c'est sur ce tableau-là qu'on va s'appuyer pour déterminer les tangentes aux quelques points remarquables. Donc a priori, les points remarquables, c'est ceux qui apparaissent ici dans le tableau. Donc il y a le point de coordonnées 1, 1, puis le point de coordonnées 0, 3 racines de 3 sur 8, etc. Donc on a les 4 points, donc avec les paramètres 0, pi sur 6, pi sur 3, pi sur 2, à étudier. Donc comme d'habitude, la tangente, en chacun des points, elle va être obtenue à partir du vecteur d de OM sur dt calculé en t, donc qui est x' de t fois i plus y' de t fois j. Et quand on fait les calculs, donc on garde de côté là pour t égale 0 parce qu'on voit que x', donc quand t vaut 0, le x' est nul, mais aussi le y'. Et c'est en ça que ça va être un peu plus délicat à gérer. Par contre, en pi sur 6, aucune difficulté pour appliquer le résultat habituel, le x' de pi sur 6, y' de pi sur 6, il n'y a aucun des deux qui est nul, donc on va pouvoir faire ce calcul-là, donc comme ça le vecteur ici dérivé n'est pas nul, et donc la tangente est dirigée par ce vecteur-là, ou par n'importe quel vecteur collinéaire à ce vecteur-là. Et quand on fait les calculs, on voit que la tangente est en fait dirigée par moins 8i moins 3j. Si on fait pareil en m de pi sur 3, de toute façon ici x' est nul, donc il y aura forcément que la composante ici en y' qui correspond à la composante en j, qui est même d'ailleurs, la valeur va être négative, donc pour ça que la tangente est dirigée par moins j, et en m de pi sur 2, c'est y' qui est nul, donc comme y' est nul, il n'y a pas de composante en j, selon j, donc il n'y aura qu'une composante en i, et encore là la valeur est positive, donc c'est pour ça que la tangente est dirigée par le vecteur i.
Et comme je disais à l'instant, en M de 0, c'est beaucoup plus subtil, parce que le vecteur dérivé, donc d de m sur dt, calculé en t égale 0, c'est égal au vecteur nul, parce que les deux dérivés sont nuls en t égale 0. Et donc là, on est obligé d'aller un peu plus loin dans la détermination de la tangente, puisque lorsque l'on avait déjà croisé ça dans les exemples précédents, on avait dit que la tangente en un point, elle était soit déterminée dès le départ par le vecteur d de m sur dt calculé aux paramètres qui nous intéressaient, mais si jamais ce vecteur-là était égal au vecteur nul, il fallait aller chercher le coefficient directeur de la tangente en calculant la limite quand t tend vers le paramètre qui nous intéressait de y' de t sur x' de t. Donc comme ici on est en m de 0, le paramètre qui nous intéresse c'est justement t égale 0, donc c'est pour ça qu'on fait la limite quand t tend vers 0 de y' de t sur x' de t. Je rappelle aussi que lorsque je dis que le coefficient directeur est déterminé par cette limite, c'est en fait si la limite ici nous donne un nombre réel, eh bien ce réel-là c'est le coefficient directeur de la tangente. En revanche, si la limite est infinie, donc si ça vaut plus l'infini ou moins l'infini, il n'y a pas vraiment de coefficient directeur, mais moralement ça veut dire que la pente de la droite est infinie, et donc ça veut dire qu'on a une tangente qui est verticale. Donc passons maintenant au calcul de cette limite-là. Donc pour calculer cette limite, il faut déjà identifier à quoi est égal le quotient y' de t sur x' de t. Donc là les calculs ont déjà été faits, donc il n'y a plus qu'à remplacer. Donc on a moins 3 sinus t cos t au carré divisé par moins 3 sinus 3t. Donc comme moins 3 étant facteur du numérateur et du dénominateur, on peut le simplifier. Donc ça nous donne cette expression-là. Et quand on fait le calcul de la limite quand t tend vers 0, on peut déjà commencer à regarder ce qui se passe. Bien, sinus t, quand t est proche de 0, sinus t, lui, est proche de sinus 0, c'est-à-dire 0. Donc sinus t tend vers 0. Cos t, lui, il va être proche de cos 0, qui vaut 1. Donc cos t au carré va être proche de 1 au carré, donc ça va être proche de 1. Donc là, en fait, on a du 0 fois 1 au numérateur, donc ça va tendre vers 0. Tandis qu'au dénominateur, quand t est proche de 0, en fait 3t est proche de 3 fois 0, donc de 0, et sinus du nombre 3t, du coup, va être proche de sinus 0, qui est égal à 0. Donc en fait, on a une forme indéterminée, puisque au numérateur ça tend vers 0, et au dénominateur ça tend vers 0. Mais si on regarde bien, la raison pour laquelle au numérateur et au dénominateur ça tend vers 0, ça provient des sinus, et en fait le cosinus t au carré, lui, ne pose pas de problème, parce qu'on a dit qu'il tendait vers 1. Donc c'est pour ça qu'on va surtout essayer d'utiliser un résultat lié au sinus, et c'est précisément le résultat qui nous dit que, donc ça c'est une formule qui est dans le formulaire, c'est une limite assez classique autour du sinus, qu'on peut démontrer à partir des informations sur les limites de taux d'accroissement, mais en fait on peut déjà connaître cette formule-là par cœur, c'est-à-dire que la limite quand h tend vers 0 de sinus h sur h, en fait ça fait 1. Et donc l'idée ici, c'est comme on a un quotient de sinus t et de sinus 3t, on va essayer de faire intervenir cette limite-là dans l'affaire. Alors pour cela, on va réécrire un petit peu le quotient là qu'on a ici. Donc on va juste dire que c'est sinus t multiplié par 1 sur sinus 3t fois cos t le tout au carré. Comme je disais à l'instant, le cos t au carré, lui en termes de limite, pose pas de problème, donc il n'y a pas trop à s'en soucier. Et pour le sinus t qui est là, on va essayer de faire apparaître cette limite là, et pareil avec le sinus 3t. Donc pour faire ça, en fait, on va faire apparaître le sinus t sur t qui fait penser au sinus h sur h, et on va, pour avoir la même chose avec le sinus 3t, on va mettre au numérateur 3t, pour avoir 3t sur sinus 3t et sinus t sur t. Mais si on fait ça, en fait, on modifie la ligne précédente. Donc là, en gros, on met le 1/3 devant, parce que ça revient finalement à dire qu'on multiplie ici par 3t, et on divise par 3t. Et donc du coup, on change pas l'expression de la ligne précédente. Mais l'avantage, c'est qu'en faisant ça, on a justement suffisamment bien modifié l'expression pour faire apparaître des expressions qui sont du même style, si on veut, que l'expression qui est là dans cette limite classique. Donc maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir
terminer le calcul de la limite. Donc précisément, la limite donc du quotient y' de t sur x' de t, donc le premier terme, ça tend vers un tiers, de toute façon ça dépend pas de t. Sinus t sur t, lorsque t tend vers 0, c'est exactement cette limite-là, donc ça va tendre vers 1, donc pas de souci. Et pour 3t sur sinus 3t, là il faut peut-être encore réfléchir un peu plus, donc 3t sur sinus 3t, on peut le réécrire comme étant 1 divisé par la petite fraction sinus 3t sur 3t. Comme ça, avec sinus 3t sur 3t, ça nous rappelle notre sinus h sur h. Donc précisément, lorsqu'on a la limite quand t tend vers 0 de sinus 3t sur 3t, si on pose u égale 3t, sinus 3t sur 3t, c'est sinus u sur u. Mais si on fait limite quand t tend vers 0, si t tend vers 0, 3t tend vers 0, et donc u tend vers 0. Donc ici, c'est bien la limite de sinus u sur u quand u tend vers 0. Mais cette limite-ci, c'est exactement la même limite que la précédente qu'on avait ici avec la lettre h qui était écrite. Donc ça nous donne aussi la limite qui vaut 1. Donc à l'arrivée, 3t sur sinus 3t, c'est 1 divisé par toute cette expression-là, mais toute cette expression-là, elle tend vers 1. Donc ici, à droite, dans notre calcul, 3t sur sinus 3t, ça tend vers 1 divisé par la limite de ce machin-là qui vaut 1. Donc ça fait 1 sur 1. Et multiplié par la limite de cos t au carré, mais comme on a dit, cos t, lui, tend vers cos 0 qui est égal à 1, donc ça fait 1 au carré. Donc on a la limite ici qui fait 1 tiers fois 1, en fait, fois 1, fois 1, et donc ça fait 1 tiers. Et donc, d'après ce qu'on a dit précédemment, ça veut dire que le coefficient directeur de la tangente, au point m de 0, ça vaut 1 tiers. Et donc avec ça, on va pouvoir représenter graphiquement toute la courbe en exploitant en fait ce coefficient directeur-là. Donc précisément, si on revient au détail du tracé de la courbe, on a notre repère OIJ. Donc là, pour alléger un peu le dessin, on va enlever les vecteurs, mais évidemment on les a en tête. Comme d'habitude, pour tracer la courbe, on s'appuie sur le tableau de variation, donc il faut placer les 4 points remarquables qu'on a trouvés dans le tableau de variation, donc ça, il suffit de respecter les coordonnées qu'on a ici. Ensuite, on avait nos tangentes, donc comme on a dit, en m de 0, le coefficient directeur vaut 1 tiers. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on se déplace de 1 selon l'axe des abscisses, eh bien on va monter le long de l'axe des ordonnées de 1 tiers. Donc, quand je dis 1, on déplace de 1 et on monte de 1 tiers, ça peut très bien être de 1, c'est-à-dire ici le 1 qu'on a, la longueur 1 qu'on a là sur le repère, mais ça peut aussi être, on monte de 1 carreau, enfin si on décale de 1 carreau, ça veut dire qu'on monte de 1 tiers de carreau. Évidemment, c'est qu'une question de proportionnalité. Donc, peu importe qu'on parle de, même si c'est 1 centimètre, 1 tiers de centimètre, ou 1 mètre, ou 1 tiers de mètre, c'est pareil. Le tout, c'est que la pente, ça va être celle-ci. Et donc, ça veut dire que la tangente, en m de 0, elle va se voir dans cette direction-là. Ensuite, pour les autres points, on récupère les informations qu'on avait rappelées juste avant, et on avait les coordonnées des vecteurs qui donnaient la direction des tangentes. Et une fois que l'on a ça, eh bien, on part du point m de 0, on respecte la tangente ici, on respecte le tableau de variation qui nous dit que le x est décroissant en partant de m de 0, le x il est décroissant, donc ça veut dire que les valeurs en abscisse diminuent, donc c'est-à-dire que les points vont vers la gauche. En y, les valeurs diminuent aussi, donc c'est-à-dire que les points vont vers le bas, et donc on va respecter ça, et puis successivement, en fait, on suit dans le tableau de variation, et en fait, ça nous donne cette courbe-ci. Maintenant, si vous avez vraiment fait l'effort de aller chercher la réduction de l'intervalle d'étude en suivant les indications que j'avais données au début de la vidéo, eh bien vous avez dû voir qu'il n'y a qu'une symétrie qui intervient dans cette affaire, et c'est une symétrie par rapport à l'origine du repère. Et donc en fait, le reste du tracé, c'est la symétrie de la partie orange par rapport à l'origine du repère qui nous donne la courbe verte qu'on a ici. Et donc finalement, la courbe complète, c'est cette courbe bleue que l'on a là en forme de S.
Et voilà pour l'exemple 3, qui avait pour but de détailler la subtile détermination d'une tangente.